Au début du XVIe siècle, la planète était encore un territoire inexploré. Les océans dissimulaient des routes inconnues, les continents n'étaient que partiellement explorés, et une grande partie des connaissances en géographie reposait sur le courage des navigateurs qui passaient des mois à braver les tempêtes pour consigner leurs observations. Chaque nouveau voyage modifiait la perception du monde par l'humanité. Durant cette période de découvertes incessantes, un document fit son apparition qui, plus de 5 siècles plus tard, continue de susciter le débat parmi les historiens, les cartographes et les scientifiques. Une carte dressée en 1513 fut perçue par certains comme une simple œuvre cartographique du début de l'ère des grandes découvertes. Pour d'autres, elle semblait contenir des informations qui n'auraient pas dû exister à cette époque. Ce document est devenu connu sous le nom de Carte de Piri Reis. Depuis des décennies, elle est présentée dans des livres, des émissions de télévision et des documentaires comme un possible indice de connaissances perdues. Certains affirmaient qu'elle représentait l'Antarctique des siècles avant sa découverte officielle. D'autres suggèrent qu'elle était basée sur des cartes produites par une civilisation bien plus ancienne. Ces interprétations ont suscité une immense curiosité à travers le monde, mais ont également soulevé une question essentielle. Qu'est-ce qui est réellement prouvé concernant cette carte? Et pourquoi continue-t-elle de susciter autant d'intérêt, même après des décennies de recherche? Pour répondre à ces questions, il faut revenir au contexte dans lequel elle a été produite. Ahmed Muhyiddin Piri, dit Piri Reis, naquit vers 1470 dans l'Empire ottoman. Neveu d'un important commandant naval, il passa une grande partie de sa jeunesse à naviguer en Méditerranée. Il participa a des campagnes militaires, explora d'importantes routes commerciales et acquit une expérience rare pour son époque. Outre ses compétences de marin, il devint un observateur attentif des techniques de navigation utilisées par différents peuples. Alors que de nombreux cartographes travaillaient uniquement dans des bureaux, Piri Reis vécut en mer pendant des décennies. Au début du XVIe siècle, il décida de compiler tout ce qu'il avait appris dans une grande carte marine. Son but n'était pas de créer une œuvre d'art, mais un outil capable d'assister les navigateurs lors de voyages toujours plus longs. À cette fin, il puisa dans une grande variété de sources. Dans des notes écrites de sa main, conservées jusqu'à nos jours, il indique avoir utilisé une vingtaine de cartes différentes. Parmi elles, figuraient des cartes portugaises réalisées lors de voyages le long des côtes africaines, des cartes arabes, des documents espagnols, et même une carte attribuée à Christophe Colomb. Cette information est importante car elle révèle un aspect souvent négligé. La carte ne représente pas seulement le savoir d'un seul homme, elle rassemble des connaissances accumulées par différentes cultures au cours de décennies d'exploration maritime. À une époque sans satellites, sans photographies aériennes et sans système de positionnement global, la construction d'une représentation de la planète a nécessité la combinaison de récits de navigateurs, d'observations astronomiques, de calculs mathématiques et d'une grande part d'expérimentation. La carte originale couvrait probablement une zone bien plus vaste que celle qui est conservée. Malheureusement, seul un tiers environ a résisté à l'épreuve du temps. Les fragments connus sont restés oubliés pendant des siècles dans les archives du palais de Topkapi à Istanbul. Son existence n'a été portée à l'attention de la communauté scientifique qu'en 1929, lorsque des spécialistes cataloguent des documents historiques lors de la réorganisation des collections du musée. Cette découverte a suscité un intérêt immédiat. Pour la première fois, les chercheurs auront accès à une carte marine réalisée seulement 21 ans après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Le niveau de détail de certaines régions était encore plus impressionnant. Les côtes de la péninsule ibérique, de l'Afrique du Nord et de l'Amérique du Sud étaient représentées avec une précision considérée comme extraordinaire pour l'époque. Bien sûr, on y trouvait des distorsions, des distances erronées et des proportions inexactes. Ces limitations étaient courantes dans la quasi-totalité des cartes produites au début du XVIe siècle. Malgré cela, la qualité générale de la carte attira l'attention des historiens de la cartographie. Ce n'est que quelques décennies plus tard qu'apparut l'interprétation qui allait transformer ce document en l'une des cartes les plus célèbres au monde. À l'extrémité sud de la carte, une vaste masse continentale est représentée sous l'Amérique du Sud. Certains chercheurs ont avancé que cette région correspondait au littoral antarctique.
Cette hypothèse a gagné en popularité lorsque certains auteurs ont suggéré que ce littoral ressemblait à des zones actuellement enfouies sous des kilomètres de glace. Si cela était vrai, cela signifierait que quelqu'un avait cartographié une partie du continent antarctique des centaines d'années avant sa découverte officielle, qui n'a été consignée qu'en 1820 lors d'expéditions russes, britanniques et américaines. C'était une idée extraordinaire. Mais précisément parce que c'était extraordinaire, cela exigeait des preuves tout aussi extraordinaires. Dans les années qui suivirent, des spécialistes de la cartographie historique entreprirent de comparer minutieusement le dessin de Piri Reis avec les cartes modernes. À l'aide de projections mathématiques, de mesures géographiques et d'analyses numériques, ils constatèrent que nombre de similitudes supposées disparaissaient une fois prises en compte les distorsions inhérentes à la projection. L'interprétation la plus largement acceptée aujourd'hui est différente. La plupart des chercheurs pensent que cette masse continentale représente un prolongement mal positionné de la côte sud-américaine, reconstituée à partir d'informations incomplètes recueillies par les navigateurs portugais et espagnols. À l'époque, on ignorait encore l'étendue précise du continent, et il était relativement courant que les cartographes étendent les terres inconnues pour combler les lacunes d'information. Bien que cette interprétation soit aujourd'hui la plus largement acceptée, elle ne résout pas toutes les questions. Piri Reis lui-même a indiqué que certaines informations utilisées dans son travail provenaient de cartes très anciennes. Malheureusement, la quasi-totalité de ces documents a disparu au fil des siècles. De ce fait, nous ne pourrons jamais comparer directement leurs sources avec la carte finale. Ce manque de documentation alimente diverses interpretations, mais impose également une limite importante. Lorsqu'une source historique est perdue, toute tentative de reconstitution doit être menée avec une extrême prudence. Longtemps, l'une des hypothèses les plus répandues affirmait que Piri Reis avait utilisé des cartes produites par une civilisation antique très avancée. Cette idée a acquis une certaine notoriété, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, et a été largement diffusée dans des livres et des émissions de télévision. Cependant, elle n'a trouvé aucun écho auprès des historiens spécialistes de la cartographie. À ce jour, aucune preuve archéologique ne confirme l'existence de ces prétendues cartes ancestrales, ni celle d'une civilisation capable de réaliser des relevés géographiques à l'échelle mondiale bien avant l'époque des grandes découvertes. Au contraire, les recherches montrent que la cartographie a évolué progressivement. Chaque génération de navigateurs a enrichi les cartes existantes de nouvelles informations. Les erreurs ont été corrigées, les côtes redessinées, et les régions inconnues ont peu à peu intégré les cartes. L'œuvre de Piri Reis s'inscrit parfaitement dans ce processus historique. Son grand mérite n'a pas été la découverte de continents inconnus, mais la collecte, l'organisation et la comparaison des connaissances produites par différentes cultures à une époque d'intense expansion maritime. Un autre aspect souvent négligé concerne la technologie disponible au XVIe siècle. Les navigateurs pouvaient déterminer la latitude avec une précision relative grâce aux instruments astronomiques, mais le calcul de la longitude restait un défi de taille. Faute de chronomètres suffisamment précis, de petites erreurs s'accumulent au fil des voyages, engendrant des distorsions qui apparaissent inévitablement sur les cartes marines. Ces limitations expliquent pourquoi certaines portions de la carte présentent des formes étranges lorsqu'on les compare aux images satellites modernes. Ces dernières décennies, universités et experts ont utilisé des logiciels de géoréférencement pour analyser la carte avec une précision accrue. Plusieurs études indiquent que sa représentation s'explique par les projections cartographiques de l'époque et les informations dont disposaient les navigateurs au début du XVIe century. Bien que certaines coïncidences visuelles continuent de susciter la curiosité, aucun consensus scientifique n'établit que la carte représente l'Antarctique ou des connaissances impossibles pour cette période. Pour autant, réduire l'importance de ce document au seul débat sur l'Antarctique reviendrait à ignorer sa véritable valeur historique. La carte de Piri Reis constitue un témoignage rare de la circulación internacional des connaissances à une époque marquée par de profondes transformations. Européens, arabes, ottomans
et d'autres peuples partageaient les informations recueillies lors d'expéditions maritimes, souvent par le biais de routes commerciales, d'échanges diplomatiques, voire de conflits militaires. Cette carte démontre que le savoir géographique n'a jamais appartenu exclusivement à une seule civilisation. Il a été construit collectivement au fil des siècles. Cette perspective permet également de comprendre pourquoi des documents comme celui-ci continuent de fasciner les chercheurs. Ils révèlent non seulement comment le monde était connu à une époque donnée, mais aussi comment différentes sociétés coopèrent, rivalisent et transmettent l'information bien avant l'existence de la science moderne ou des systèmes de communication mondiaux. Aujourd'hui, le fragment préservé de la carte de Piri Reis est conservé au musée du Palais de Topkapi à Istanbul, où il continue d'être étudié par des historiens, des cartographes et des spécialistes de la navigation. Les nouvelles technologies de numérisation, d'analyse des pigments et de reconstitution cartographique permettent d'observer des détails impossibles à identifier il y a encore quelques décennies. À ce jour, ces recherches confortent l'interprétation selon laquelle son importance est bien plus liée à l'extraordinaire échange de connaissances entre différentes cultures qu'à l'existence d'informations inaccessibles à l'époque. C'est peut-être précisément ce qui rend cette carte si fascinante. Pendant des années, elle a été présentée comme la preuve d'un grand mystère. Pourtant, plus la science l'étudie, plus nous réalisons que sa véritable histoire est différente et d'une certaine manière encore plus impressionnante. Non pas parce que celle révèle une civilisation disparue ou un continent connu avant l'époque, mais parce que celle démontre ce dont les êtres humains sont capables lorsqu'ils observent, consignent et transmettent leurs connaissances de génération en génération. Plus de 5 siècles après sa création, la carte de Piri Reis continue de nous rappeler que certaines des plus grandes découvertes de l'humanité ne naissent pas de réponses extraordinaires, mais de la patience nécessaire pour rassembler de petits indices disséminés au fil du temps. Elle demeure l'un des documents cartographiques les plus importants jamais réalisés, non pas pour confirmer des hypothèses extraordinaires, mais pour révéler l'effort humain extraordinaire déployé pour comprendre la planète bien avant l'avènement des technologies modernes. Certaines questions resteront peut-être à jamais sans réponse. Nous ne saurons jamais précisément quelles cartes sont disparues avant notre époque, quelle quantité d'informations a été perdue au fil de l'histoire, ni même dans quelle mesure les connaissances nautiques du XVIe siècle étaient plus étendues que nous ne l'imaginions. Ces lacunes continuent de susciter l'intérêt car elles sont inhérentes à la recherche historique. Et tandis que de nouvelles études sont menées, la carte de Piri Reis demeure un rappel que, souvent, comprendre le passé exige de distinguer avec soin ce que nous pouvons démontrer de ce que nous ne pouvons qu'imaginer. Les énigmes de l'humanité, là où l'histoire, la science et l'inconnu se rencontrent.